Quelles sont les chances du Rafale sur le marché des avions de combat? Que vaut-il face à tous ses adversaires? Que ce soit le F-35, le F-15, l'Eurofighter, le Gripen, le Sukhoi 35 ou tous les nouveaux avions sur le point de voir le jour. La France peut-elle encore décrocher des contrats à l'export? Alors je suis sûr que des vidéos Rafale versus F-35 ou Rafale versus n'importe quoi d'autre d'ailleurs, si vous vous intéressez à ce sujet, vous en avez vu des tonnes. La plupart du temps, c'est un peu du grand n'importe quoi d'ailleurs, mais acheter un avion de combat, c'est pas comme aller au salon de l'auto et comparer la fiche technique des voitures. D'ailleurs, même quand on achète une voiture, il y a des tas d'éléments pris en compte dans notre décision qui ne sont même pas rationnels. Avec les avions de combat, c'est pareil, il y a parfois des choix qui nous paraissent peu rationnels, qui nous paraissent seulement, parce que parfois, au niveau des données publiques, nous n'avons pas toutes les cartes en main pour comprendre. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va tenter d'aborder le sujet du marché des avions de combat en profondeur. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Si vous avez vu ma précédente vidéo, alors vous savez à peu près de quoi on va parler. Et comment ça, vous n'avez pas vu ma précédente vidéo? Ah non mais qu'est-ce que vous foutez là? Allez, allez, oui, sortez, voilà. Allez, oui, on vous attend. Voilà. Je m'adresse aux vrais abonnés, ceux qui ont cliqué sur la cloche, qui ont reçu toutes les notifications, et qui n'ont pas oublié de voir la première vidéo. Et celle de Cap Aviation également. Cela nous fait donc 7 avions, 7 programmes à analyser, les F-15, F-16, F-18 et F-35, l'Eurofighter Typhoon et le Gripen. Alors on ne va pas comparer dans le détail les caractéristiques de vitesse, de masse, emport et rayon d'action, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. On va mentionner quelques généralités pour avoir des ordres de grandeur, mais le but ici est de planter le décor de chaque programme d'avion de combat. D'où vient-il? Pourquoi est-il là? À quel défi est-il censé répondre? Et quelles sont ses forces et faiblesses sur le marché à l'exportation. Un avion peut être par exemple très pertinent dans l'usage pour lequel il a été conçu et très performant pour répondre à un besoin donné, du ou des pays qui l'ont conçu, et ne pas être pertinent sur le marché des avions de combat. Dans cette vidéo, et la prochaine, on va donc faire un listing plus complet des avions que j'ai listés dans les précédentes vidéos. Et c'est dans la dernière qu'on analysera quelques exemples de vente et qu'on fera un peu de prospective en se servant de tout ce qui aura été dit précédemment. Surtout, j'espère que vous avez vu la vidéo de Clément de Cap Aviation. Une longue vidéo d'un peu plus d'une heure, certes, qui détaille énormément de sujets liés à la souveraineté, au contrôle des armes, aux législations en vigueur, à comment les USA détournent ces législations qui servent officiellement à empêcher une trop forte prolifération incontrôlée des armes, mais qui au final sont des outils d'asservissement envers les pays partenaires ou alliés. Il y a aussi une grosse partie sur les offsets, très détaillée. Je suis sûr que vous allez apprendre plein de trucs, même moi j'ai appris plein de choses. Ce sont des sujets qu'on pense connaître parfois, mais il faut se pencher dessus parce que certains détails révèlent des subtilités dont on ne soupçonne pas les implications. Bref, faut aller la voir, elle est très importante pour comprendre des choses dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre celle-ci en pause. Avant de commencer, ne vous attendez pas à une analyse détaillée de chaque programme, chaque avion mentionné mériterait une vidéo, une série de vidéos dédiées. Surtout pour les nombreuses personnes qui semblent être fans du Gripen. N'oubliez pas que le but ici est d'analyser le marché des avions de combat, et donc on va étudier ces programmes aéronautiques uniquement sous ce spectre-là. Et on va essayer de rester focus. Allez tiens, on va commencer par l'Europe et le Gripen. J'ai déjà mentionné le fait que la France est la seule puissance moyenne à être capable de produire un avion de combat de A à Z. C'est un fait suffisamment étonnant pour le mettre en valeur. Mais que dire de la Suède alors? Certes, beaucoup de systèmes et composants dans le Gripen ne sont pas d'origine suédoise, mais tout de même, toute la conception et l'intégration, qui sont une part importante du coût de développement d'un programme, sont réalisées par un pays certes riche, mais d'à peine un peu plus de 10 millions d'habitants. Même avec un PIB presque 6 fois inférieur à celui de la France, ils ont leur propre programme d'avions de combat. Moi je dis que ça force le respect. Et aussi que quand on veut, on peut. Ce pays et d'autres nous démontrent par l'exemple que la souveraineté a certes un coût, mais elle a des avantages. Le Gripen E/F est le dernier arrivé d'une série qui a su très bien évoluer, parce que des Gripen, il y en a eu 3 versions très différentes. Les versions A et B, C et D, et maintenant E et F. Et croire que c'est une simple évolution serait une grave erreur. Pour planter le décor, la Suède a toujours été un peu à part sur l'échiquier international. À la suite des guerres napoléoniennes, elle s'est déclarée neutre. Elle n'a participé à aucun conflit mondial, mais attention, une neutralité armée, c'est-à-dire que ce pays a décidé d'assurer seul sa propre défense. La Suède est ensuite passée sur le principe de non-alignement,
En gros, elle reste relativement indépendante sur la scène internationale et ne s'interdit pas de discuter avec personne, contrairement aux pays qui sont partie intégrante d'une alliance forte et qui ont un ennemi désigné. Je pourrais faire référence aux USA, l'OTAN et ses pays membres face aux pays du pacte de Varsovie, mais je vais donner une autre image. L'OTAN, c'est Xavier avec sa cohorte de fans. Et le pacte de Varsovie, c'est Athée avec sa cohorte de fans. Moi, c'est la Suède. J'ai mes propres arguments et je discute avec qui je veux. Mais si je fais un clin d'œil à l'un, les fans de l'autre me tombent dessus, et si je fais un clin d'œil à l'autre, les fans de l'autre me tombent dessus. Mais laissez-moi ma neutralité, bon sang. Je discute avec qui je veux. Jugez-moi sur mes propres arguments, pas sur ceux des autres. Alors oui, par contre, vous me verrez plus travailler avec l'un qu'avec l'autre. Parce que moi, auprès des autorités, j'ai pas envie de me griller. Parce que malgré tout ce qu'on dit, il y a des faits derrière certaines accusations, et mais moi je ne suis pas là pour juger. Et je ne veux surtout pas me trouver entre deux feux. L'intelligence, c'est aussi d'être dans la nuance, de reconnaître que des choses peuvent être pertinentes ou non, et que ça n'a pas de rapport en fonction de qui a fait quoi dans le passé. Donc la mise au point est maintenant terminée, et je ne reviendrai plus jamais sur cette histoire. La Suède donc, petit pays neutre, mais pas pacifiste. Il y a une forte culture militaire dans ce pays, et puisque vous avez bien écouté la vidéo de Cap Aviation, qu'est-ce qu'il a dit Churchill en mars 1949 dans un discours de MIT? Pour le meilleur et pour le pire. Vous n'avez rien écouté, vous? Pour le meilleur et pour le pire, la maîtrise de l'air est aujourd'hui l'expression suprême de la puissance militaire et les flottes et les armées, quelle que soit leur nécessité et leur importance, doivent accepter un rang subordonné. Nul. Zéro. Allez voir la vidéo de Cap Aviation, s'il vous plaît. Donc logiquement, la Suède se doit, si elle est non alignée, de posséder une force aérienne, et si possible une force aérienne qui ne soit pas dépendante d'une des deux superpuissances. Elle a donc développé une industrie solide qui a accouché de merveilleuses machines. Je vais remonter aux années 50 et au Saab 35 Draken, double delta bisonique très élégant, une belle machine pour l'époque. Contemporain du Mirage 3, mais machine beaucoup plus imposante. Puis il y a eu le Saab 37 Viggen, développé dans les années 60 avec une formule aérodynamique novatrice, en delta canard, mais closed couplet canard, une formule qui nous est familière aujourd'hui. Pour avoir des références, cet avion est contemporain au Mirage F1. Mais il est 30% plus gros. Si je mentionne ces différences de taille entre les avions suédois et français contemporains, ce n'est pas pour rien. Premièrement, la Suède, contrairement à la France, n'a pas fait le choix de développer une motorisation purement nationale. Même si les motorisations des Saab 35 et 37 sont des réacteurs fortement dérivés de moteurs existants chez les Britanniques pour le premier et américains pour le second, ils sont produits localement. C'est un entre-deux pragmatique. Les Suédois ont donc bénéficié pendant cette période de moteurs beaucoup plus performants que les Français, qui ont fait le choix de développer un motoriste national. Comme je l'ai déjà mentionné précédemment, Mirage 3 et Mirage 4, aussi performants qu'ils furent, ont été par nécessité plus légers et beaucoup plus aérodynamiques que d'autres avions concurrents, car ils dépendaient de moteurs pendant un temps moins performants. Des avions plus légers, c'était aussi des avions moins chers, car l'armée française avait du pain sur la planche, contrairement aux Suédois. Elle devait aussi financer un programme nucléaire et il y a eu des arbitrages à faire. Si je parle de tout cela, c'est pour souligner un fait qui peut sembler surprenant. Avec le Gripen, développé à partir de la fin des années 70 et qui est arrivé en service en 1996, s'est produit une chose assez étrange qui peut sembler à contre-courant de ce qui se passe généralement dans les avions de combat. Ils ont développé un avion beaucoup plus petit que les prédécesseurs et du fait de la concurrence. Pour comparer, le Mirage 2000, entré en service 10 ans plus tôt, faisait 7,5 tonnes à vide et le Gripen 6,8. C'est donc un petit chasseur. Et là on pourrait se dire, mais pourquoi? Pour plusieurs raisons, toutes plus ou moins liées au budget. Jusqu'à la génération précédente, les avions étaient relativement simples à concevoir. Mais avec la génération du Gripen, le développement de systèmes électroniques et informatiques embarqués commence à faire monter d'un cran le niveau de complexité de développement. On a donc un avion qui, même si tout n'est pas fait en Suède, coûtera de toute façon plus cher. Ensuite, on a une baisse progressive du budget de la défense dans les années 80 par rapport à ce que cela a pu être avant. La détente progressive des relations Est-Ouest dans un contexte où la Suède est non alignée. Le Saab 37 Viggen a d'ailleurs été la cible de vives critiques au sein du Parlement suédois. Il y eut même une motion votée interdisant tout nouveau développement d'avions de combat en 1972. C'est dans ce contexte politiquement tendu que le développement du Gripen a débuté avec un vote au Parlement qui est passé de justesse entre les deux principaux partis. Le deal passé était que le coût du développement devait être fixe. Mais fixe hein, pas fixe quoi. Donc déjà, là, pas le choix, faut serrer la ceinture. Or,
Pour faire et opérer un avion moins cher, il y a plusieurs pistes. Faire un avion multirôle déjà, ça évite la multiplication de flottes d'avions spécialisés. Pour le Viggen par exemple, un peu comme le Mirage 2000, il y avait plusieurs versions spécialisées, le JA-37 pour la chasse et l'interception, le AJ-37 pour l'attaque au sol et le SF-37 pour la reconnaissance. Ensuite, et c'est évident, faire un avion plus petit. Et comme un avion ça se vend au poids, ça en fera un avion plus économique. Et comme il est plus petit, il nécessite également un seul moteur, moins performant, consomme moins de carburant, etc. Enfin, pour réduire l'empreinte budgétaire, on commande moins d'avions. C'est idiot, dit comme ça. Mais c'est une dure réalité. C'est ainsi que les premières versions du Gripen, les A monoplace et B biplace, seront commandées à hauteur de 140 exemplaires, soit moins de la moitié des quelques 329 Viggen produits pour l'armée de l'air suédoise, la Flygvapnet. Et pour l'État suédois, une façon de réduire l'empreinte budgétaire du développement d'un avion est de le vendre à l'export. Chemin depuis longtemps emprunté par la France. Le Saab 35 Draken avait été très peu exporté et aucun Viggen neuf n'a jamais été vendu à l'étranger. C'est en effet un avion performant mais lourd et trop spécifique aux besoins suédois. C'est un des rares avions avec le Tornado à disposer d'un inverseur de poussée. Ouais, comme sur les avions civils. Vous avez déjà vu un avion capable de filer à Mach 2 et de faire une marche arrière? Voilà. Lourd, spécifique, non multirôle, tout ce qu'il faut pour pas se vendre. Au contraire, le Gripen sera léger et multirôle, mais la version A est relativement limitée dans ses caractéristiques, toujours assez spécifique et peu moderne, du fait notamment de restrictions budgétaires. À ce propos, dans la version A, la plupart des équipements sont toujours suédois. Son développement faillit d'ailleurs être annulé suite à 2 crashs. Saab ne maîtrisait pas bien les commandes de vol électriques et le programme a pris plusieurs mois de retard. En 1995, soit un an avant son entrée en service au sein de la Flygvapnet, Saab et British Aerospace ont créé une co-entreprise visant à créer une nouvelle variante du Gripen, plus adaptée au marché export, puis à le commercialiser. C'est la naissance du Gripen C/D dont l'arrivée en service est intervenue à partir de 2002, qui rend l'avion beaucoup plus performant. Il intègre une capacité de ravitaillement en vol, la liaison donnée tactique L16, un radar plus performant, la présence d'un capteur infrarouge, une suite de guerre électronique plus aboutie et des capacités supplémentaires. C'est ce modèle qui a trouvé preneur à l'export. Ce n'est pas un banger absolu, mais il a pénétré une niche, celui des armées de l'air avec peu de moyens qui ont pu obtenir un avion de combat très performant pour moins cher que d'autres avions. Il a été vendu ainsi à 72 exemplaires au total, et j'inclus le leasing dans le total puisqu'au final ça revient quasiment au même dans le contexte. Les pays acquéreurs ont été la Hongrie, la République tchèque, l'Afrique du Sud et la Thaïlande. L'arrivée d'avions de nouvelle génération comme le Rafale, l'Eurofighter ou la dernière version du F-16, le Block 60, va mettre le Gripen légèrement en retrait. Saab a anticipé assez tôt la nécessité de lancer une nouvelle version du Gripen. Oui mais voilà, la Suède n'a pas les moyens financiers de se lancer dans une nouvelle aventure. Et c'est la raison pour laquelle Saab a été très actif à l'export, parce qu'il y avait là une question de survie. Car bien que le Parlement suédois a approuvé l'achat de 40 à 60 Gripen de nouvelle génération, ils ont ajouté, tenez-vous bien, une option d'annulation si au moins 20 appareils n'étaient pas commandés par d'autres clients. Et au même moment, il faut savoir que le Gripen, qui s'appelait alors NG pour nouvelle génération, venait d'être sélectionné par la Suisse et les négociations étaient en cours. Mais vous connaissez l'histoire du scandale et le rejet de cet appareil en mai 2014 suite à une votation, et j'en parle dans une vidéo dédiée. Mais le salut est venu du Brésil seulement quelques mois plus tard. L'avion avait été sélectionné en 2013 et la signature officielle s'est faite en octobre 2014. Pfiou, sauvé par le gong. Il y a de grandes présomptions de corruption sur ce contrat et il n'était toujours pas sorti de l'ornière. Revenons un tout petit peu sur le cas suisse. Le rejet n'avait pas de rapport avec la qualité de l'avion, il était alors en phase de développement très précoce et il était considéré à juste raison comme un programme comportant des risques. En conséquence de quoi, il a dû composer avec des pénalités pendant la notation. Il a également été comparé à des avions plus matures et plus performants. Encore aujourd'hui, il n'est pas question de dire que le Gripen n'est pas un bon avion pour la Suisse. Mais selon les règles du jeu de la compétition, il était un cran en dessous de tous les autres compétiteurs. Et comment en aurait-il pu être autrement? La Suède et Saab étaient en train de se battre pour obtenir des financements pour lancer son avion. C'est donc à partir du moment où le contrat a été signé avec le Brésil que le ciel s'est dégagé pour le Gripen E, les Brésiliens participant à son développement et à son industrialisation. C'est ce dont avait besoin la Suède pour ne pas avoir à supporter seule le développement d'un nouvel avion de combat.
Car oui, il faut le dire, hein, si le Gripen E ressemble au Gripen C, il ressemble seulement. La quasi-totalité de la structure est nouvelle. Alors, ça n'était pas clair au départ, puisqu'il était prévu initialement de pouvoir moderniser les Gripen C de la Flugwaffnet dans la version E, mais dans les faits, c'est beaucoup trop compliqué tellement les différences sont énormes. La cellule est plus grande et peut loger 40% de carburant en plus. En jouant sur l'emplacement et la cinématique du train d'atterrissage, en plus de l'agrandissement de la cellule, on obtient 2 points d'emport supplémentaires. Avion plus lourd, donc moteur plus gros. On passe d'une adaptation du F404, le moteur du F-18 Hornet, au F414, celui du Super Hornet. Sur le papier, ces améliorations devaient se payer par une masse supplémentaire de seulement 200 kg sur la balance. Et c'est plutôt pas mal. Mais au final, l'avion va faire 1200 kg de plus à vide, ce qui est plutôt pas terrible. C'est frustrant parce que ça fait un avion plus gros qui finalement n'a pas les performances escomptées. Pire, la capacité d'emport en munitions est impactée parce que la masse maxi au décollage d'un avion, qui reste relativement léger sur le marché, avec 16,5 tonnes, eh bien on a 1 tonne de poids mort. C'est 1 tonne d'emport en moins. Excusez-moi pour le manque de précision du calcul, parce que c'est plus compliqué que ça normalement, mais si je prends la masse maximale de l'avion à 16,5 tonnes, moins sa masse à vide, 8 tonnes, moins son carburant interne, à 3,4 tonnes, ça nous fait 5,1 tonnes de charge restante. Et comme on part souvent avec du carburant supplémentaire en mission, disons 2 réservoirs de 1700 litres, j'enlève encore 2,5 tonnes. Ça ne laisse que 2,5 tonnes d'armement. Et ça, c'est sans prendre en compte le poids du pilote, des différents fluides comme l'hydraulique, etc., qui se rajoutent à la masse à vide. Si je fais le même calcul sur le Rafale, ça nous donne 24,5 tonnes de masse maximale au décollage, moins 10,5 tonnes de masse à vide, moins 4,7 tonnes de carburant interne, il nous reste 9 tonnes. C'est presque le double. Et je vous prie de croire que, sur son plein interne, le Rafale a une autonomie déjà bien supérieure à celle du Gripen. Malgré ses défauts, le Gripen E dispose pour lui d'un système tout neuf. Un radar AESA avec repositionnaire, un nouvel IRST, d'une nouvelle suite de guerre électronique, d'un calculateur modulaire et virtualisation et tout. Allez voir cette vidéo si c'est du charabia pour vous. Bref, niveau système, on peut considérer qu'il est au top. Et comme la réputation de Saab n'est pas à faire en termes d'intégration, j'aurais tendance à dire que c'est un avion qui a beaucoup de potentiel. Et c'est là qu'il faut faire attention. L'avion a beaucoup de potentiel, parce qu'il a été livré en version MS-21, qui permet de faire du combat aérien de façon limitée. Et d'ailleurs, et c'est l'armée suédoise qui le dit, l'IOC, ou Initial Operational Capability, ne sera déclarée au mieux qu'en 2027, et la pleine capacité opérationnelle en 2030. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous fait une masterclass de tout ce qui est capable de faire le Gripen, eh bien je suis désolé mais non, c'est théorique, sur le papier. Alors dire qu'il peut emporter 4 missiles anti-navires RBS-15 alors que le Rafale ne pourra emporter qu'un seul exotête, je ne sais pas par où commencer pour dire qu'il faudrait peut-être commencer par poser le stylo et commencer à passer un peu plus de temps à se documenter. J'invente rien, hein, tout est dispo là. C'est en suédois, mais il y a des outils de traduction qui vous font ça très bien. Bon, sinon dans la vidéo, il dit tout un tas de choses très bien, hein, par ailleurs. Hein, il est beaucoup plus qualifié que moi, ça ne fait pas de doute. Des conneries, j'en dis aussi, ne me faites pas un mauvais procès. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il faut que vous ayez toujours l'esprit critique en alerte. Ne donnez pas aveuglément votre confiance à quelqu'un simplement parce qu'il est pilote. Ça vaut pour lui, ça vaut pour moi, ça vaut pour tout le monde. Parce que, et particulièrement dans ce domaine, celui de la communication, les Suédois, aidés par British Aerospace, sont extrêmement agressifs. Un peu comme Lockheed Martin, c'est leur culture, c'est comme ça. Allez, retour au sujet. Si vous voudriez comparer l'état actuel du programme de développement du Gripen E au Rafale, dites-vous qu'ils en sont aujourd'hui peu ou prou au standard F1. Des capacités air surface vont arriver à partir de l'année prochaine avec le déploiement de la configuration MS-22. Et la pleine capacité opérationnelle, c'est-à-dire l'intégration de toutes les fonctionnalités et armements prévus dans la fiche technique, sera pour la configuration MS-23 aux alentours de 2030. Donc, à ce jour, et pour plusieurs raisons, le Gripen n'est pas encore un avion mature. Et il y a aussi un problème de budget, parce que le ministère de la Défense suédois, dans son rapport de 2024, indique que le plafond fixe de développement a été atteint, et qu'une extension a été demandée. Donc ils ne sont pas tout à fait sortis de l'ornière. Mais fixe, hein, pas fixe, fixe quoi. C'est là qu'on voit qu'entre la communication, la publicité et la vie réelle, il y a souvent un fossé. Alors si vous prenez pour argent comptant les comparaisons qui prennent en compte des capacités en cours de développement, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, comparez-moi le Gripen E avec le Rafale F5, qui n'existe pas, hein, on est d'accord. Faut dire aussi que le Gripen, il en a vu des vertes et des pas mûres avant d'arriver où il en est. Si la Suisse ne s'était pas retirée et si la Norvège avait signé... Ah oui, la Norvège. Bon, vous avez vu la vidéo de cavitation, hein? Bah dites oui, hein, comme ça j'enchaîne. En 2007, la Norvège avait signé un contrat de 150 millions de couronnes norvégiennes. Je ne sais pas si ma conversion est bonne, mais avec l'inflation, ça ferait environ 20 millions d'euros aujourd'hui.
Mais en 2008, patatras, le même pays annonce partir pour du F-35. Mais que s'est-il passé? Eh bien, les États-Unis sont passés par là. Et Wikileaks nous a fourni plusieurs caps diplomatiques dévoilant les coulisses des tractations de la diplomatie américaine pour mettre la pression aux Norvégiens. Ils avaient même prévu de retarder la livraison de radars AESA, à antenne active, en attendant la prise de décision norvégienne. Mais il n'y a pas de radar américain dans le Gripen, me direz-vous. Non, mais des composants du ES-5 Raven, développés par Selex ES, faisant partie intégrante du groupe Leonardo aujourd'hui, utilisent des composants américains sur la liste de contrôle d'export liée à l'ITAR. Et voilà. Alors ce qui est génial avec Wikileaks, c'est qu'auparavant on aurait pu pressentir des choses, mais on serait vite passé pour un complotiste. Mais aujourd'hui, on a des faits sur lesquels se baser. Et on voit comment les Américains utilisent de différents moyens de pression pour réussir à faire infléchir la décision d'un gouvernement. C'est dingue, non? Et c'est loin d'être le seul exemple. Donc le Gripen, formidable appareil en devenir, mais pour le moment immature, en cours de développement et avec quelques tares, je dois vous avouer qu'avant de creuser profondément pour ce sujet, j'avais une meilleure opinion de ce programme. Et je croyais, à tort, beaucoup plus avancé qu'il ne l'est en réalité. Ça m'apprendra, tiens. Bon alors attention, en prenant en compte que les premiers travaux de conception détaillée ont démarré en 2012, en traînant des pieds au départ du fait du manque de financement lié au manque de clients export, si l'avion arrive en 2030 avec une pleine capacité opérationnelle, soit 18 ans plus tard, c'est pas monstrueux non plus. C'est juste que je me suis auto-surpris de l'écart entre la réalité et ma perception initiale des choses. Comme quoi les services de communication sont vraiment très efficaces. Je stoppe cette vidéo quelques instants pour vous parler de la publicité. Donc comme vous avez été nombreux à répondre aux commentaires, vous avez dit que c'était pas grave qu'il y ait de la publicité, enfin personne ne s'y est opposé. Bon, par contre, il n'y en aura pas toutes les 5 à 10 minutes, parce que si je laisse YouTube faire, c'est vraiment toutes les 5 à 10 minutes les publicités, c'est énorme. Donc j'en mets 3 à peu près, une au début, une au milieu, une à la fin. C'est à peu près toutes les 20-25 minutes, pas plus, promis. Sinon, pour me soutenir financièrement, parce que la publicité, tant que je ne fais pas 200 000 vues, ça ne gagne pas encore suffisamment, vous avez la possibilité donc de me faire des dons sur Tipeee. J'ai retiré la possibilité de faire des super thanks, parce que les super thanks YouTube, ils prennent 30 ou 40% dessus, c'est énorme. Et donc j'ai fait ce partenariat avec Aerocollector, donc l'événement sur Paris qui aura lieu au mois de mars, si je ne me trompe pas, mais je mettrai les dates en description. Donc Aerocollector ne me paye pas, il me donne des lots qui sont d'ailleurs super intéressants, et d'autres vont se rajouter, ce qui fait que pour tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, eh bien vous avez la possibilité de gagner un de ces lots. Alors comme pour l'instant il n'y a pas beaucoup de participation, s'il vous plaît, et bien donc vous avez encore plus de chances de gagner. Voilà, franchement même 1 euro récurrent, vu le nombre que vous êtes, moi ça pourrait me changer la vie, je pourrais vraiment changer d'orientation professionnelle, ça serait génial. Voilà, bon c'est une chaîne qui démarre, j'ai déjà dépassé les 10 000 abonnés, et visiblement ça va aller vers beaucoup plus, j'espère en tout cas. Allez, je vous remercie énormément pour votre soutien et je vous dis à très vite. L'Eurofighter Typhoon. L'Eurofighter. Je ne vais pas revenir sur la genèse complète de l'avion parce que du fait que c'est un cousin du Rafale, je pense que vous connaissez parfaitement toute son histoire, le divorce avec la France et tutti quanti. Comme pour le Gripen, je vais présenter les informations que je trouve utiles pour le placer dans le contexte du marché des avions de combat actuellement. La première information utile qui vient à mon esprit pour expliquer ce qu'est l'Eurofighter Typhoon aujourd'hui et qui fait une de ses deux principales faiblesses, c'est le besoin exprimé par les armées. Au moment du lancement du programme dans les années 80, il faut imaginer que les décideurs anticipaient leurs besoins pour les 10 à 20 années suivantes, donc la question à se poser était la suivante. De quels avions aurons-nous besoin à l'horizon 1990-2000? Et à l'époque, dans les 4 armées de l'air en question, des avions, il y en avait un paquet. Des Phantom 2, des F-104G, des Mirage F1, du Mirage 3E, etc. Point commun de toutes ces armées de l'air, elles étaient toutes en train de renouveler leur flotte d'avions d'attaque au sol. Royal Air Force, Luftwaffe et Aeronautica Militare avaient commencé à prendre possession du Tornado IDS, un avion lourd et puissant d'attaque au sol et pénétration tout temps. Et les Espagnols venaient d'acheter le F-18 Hornet, un avion à tout faire. J'adore. Bref, vu qu'ils étaient en train de recevoir du Tornado pour remplacer les flottes d'anciens avions d'attaque, il fallait maintenant s'attaquer au reste pour les 10, 15 ou 20 prochaines années. Et il leur fallait un avion d'interception de supériorité aérienne, un vrai chasseur pur sang quoi. Ce qui n'était pas le cas de la France qui avait dans l'idée de remplacer tous ces avions de combat basés au sol ou sur porte-avions par un seul type d'avion, un avion à tout faire, fortement multirôle. Et niveau combat aérien, la France, elle était en train de mettre en service le Mirage 2000.
On pouvait difficilement faire mieux quand même. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Eurofighter Typhoon, qui est devenu multirôle par la force et dans la douleur, et je vais développer ce point juste après, arrive sur le marché avec un handicap. Parce que si vous regardez, tous les autres avions disponibles que j'ai listés, désormais, plus personne ne se pose la question. Ils sont tous absolument multirôles. Super Hornet, F-16, Rafale, F-35, F-15, etc. C'est, selon moi, une des raisons qui fait que l'avion est un peu en retrait des autres compétiteurs. Alors l'avion n'est pas totalement dénué de fonctions anti-surface, mais c'est pas super bien intégré. La position de son train d'atterrissage empêche l'emport de charges lourdes aux endroits où, sur les autres avions, on les place en priorité. Sous le point central de fuselage et sur les points d'emport des ailes proches de l'emplanture. Donc pas de possibilité de mettre de gros réservoirs. Et quand on fait de l'attaque au sol, c'est vraiment important. Bon, alors certaines configurations sont loin d'être ridicules, comme ici par exemple. Alors on commence à causer, mais on est quand même en retrait par rapport à des configurations disponibles sur F-15, qui est un avion bien plus lourd, mais surtout par rapport au Rafale, qui est, je le rappelle, plus léger que le Typhoon. Mais ça s'est fait dans la douleur. En Afghanistan, dans les années 2010, les Britanniques ont éprouvé un besoin urgent de doter leur Typhoon F2, la dénomination de la Royal Air Force, de la tranche 1 de capacité air-sol. Ils ont donc développé leur propre software sous la Change Proposal 193, CP193, qui a donné le rétrofit R2. Cette capacité implémentée sur leur tranche 1 bloc 5 correspond au SRP 4.2. Ces Typhoons sont donc capables de capacités air-sol limitées qui incluent l'utilisation de nacelle Lightning 3, mais pas tous ces modes, l'intégration de bombes de 1000 kg et l'aptitude au tir de munitions Paveweight 2 ou Enhanced Paveweight 2 sous certaines conditions. Ils ont donc été renommés de F2 à FGR4. On était arrivé à une situation ubuesque où des Typhoon tranche 1 disposaient de capacités air-sol que ne possédaient pas les tranches 2 qui sont arrivées plus tard. De plus, cela crée une fourche technologique. Afin d'harmoniser tout cela, les Britanniques poussèrent leurs partenaires, via la NETMA, à inclure un minimum de capacité air-sol sous la CP210, ce qui donna naissance au standard commun SRP 4.3. Vous êtes perdu ? Et c'est normal, moi-même je me suis perdu dans mes propres explications. C'est entièrement normal parce qu'on touche là à l'autre problématique de ce programme qui est majeure, son extrême complexité. Si un jour j'ai le courage, je ferai une vidéo complète pour expliquer ça. Entre les blocs qui sont l'unité de base de production, les SRP qui sont les standards capacitaires, les PSC, le standard précis de chaque avion, le PSP pour standard logiciel, puis les différentes PE qui sont les programmes enhancement, et tranches de production, on s'y perd. Je mets donc pour le moment un lien vers un article qui avait été écrit à l'époque par Yves Pagot sur Portail Aviation, si vous avez envie d'avoir mal à la tête. Mais bref, on touche là au second problème majeur de l'Eurofighter, l'extrême complexité de son organisation internationale et des volontés différentes de tous ses partenaires qui n'ont pas réussi à s'entendre pour intégrer de façon harmonieuse des fonctionnalités qui auraient pu en faire un avion beaucoup plus pertinent. Cette complexité est la source d'une dérive des coûts de développement et de production ainsi que de difficultés liées au maintien en conditions opérationnelles. Et le coût, ça a de l'importance sur le marché. C'est comme le radar à antenne active. Le consortium Eurofighter a mis une éternité à se mettre d'accord sur le financement et le développement et l'intégration de ce radar. Résultat, il est arrivé en version opérationnelle en Europe 8 ans après le Rafale. C'est long. Il y a d'ailleurs eu 3 radars différents. Le CRS MK0 fait par Leonardo, c'est la première version qui a été intégrée aux avions livrés au Qatar et au Koweït. Ensuite on a eu le Mark I qui est une évolution majeure développée par Hensoldt et Indra pour l'Allemagne et l'Espagne. Puis on a eu le Mark II qui est une évolution du Mark 0, cette fois développé par Leonardo et intégré par British Aerospace pour la Royal Air Force. À l'export donc, vous vous retrouvez avec certes différentes options, mais un avion qui dispose de différentes branches technologiques et fonctionnalités dispersées. Surtout, vous avez des évolutions qui arrivent en ordre dispersé et une intégration approximative. En tant que client, ça donne pas très envie. Tous les autres avions disponibles arrivent avec une seule configuration. Et sur le Rafale, l'évolutivité est prise en compte dès le départ. Ce sera aussi le cas pour les Gripen et le F-35, mais pour ces deux-là, il faudra d'abord attendre qu'ils soient pleinement opérationnels avant de parler d'évolution. Autre différence majeure par rapport au Rafale, et qui touche à la doctrine même d'emploi de l'avion, c'est que le Rafale a été prévu dès le départ pour des missions d'attaque en profondeur, que ce soit avec des missiles de croisière conventionnels ou nucléaires pour ce qui est de la dissuasion, ce qui veut dire qu'emporter des missiles qui vont loin, mais en les tirant de loin, et être également capable de pénétrer loin dans le territoire adverse. Pour ceux qui évoquent la supériorité de la suite de guerre électronique Spectra du Rafale face à ce qui est disponible sur l'Eurofighter par exemple, il ne faut pas oublier que le Rafale a été prévu pour opérer derrière les lignes ennemies, dans des situations de combat non prévues dans la fiche programme de l'Eurofighter. Donc certaines faiblesses de l'avion par rapport à l'autre proviennent du fait que c'était pas prévu pour, tout simplement.
Cela étant, l'Eurofighter dispose de capacités plus que correctes. C'est pas l'avion le moins cher, le plus pertinent, ni le mieux intégré ou plus abouti, mais ça n'en fait pas un avion inintéressant non plus. La comparaison technique aujourd'hui avec le Rafale n'a plus vraiment raison d'être, on le sait. Le Rafale est moins cher, plus abouti, technologiquement plus avancé et opérationnellement bien plus pertinent. Il dispose d'une feuille de route d'évolution claire, simple et à long terme, là où 3 des 4 partenaires sont partis sur le F-35, n'ont pas investi suffisamment et en plus en ordre dispersé. Forcément, quand on est client, ça compte. Mais puisque les pays acheteurs, au-delà de l'aspect opérationnel, cherchent aussi des partenaires stratégiques, l'Eurofighter peut tout à fait devenir un aspect d'un partenariat plus large. Et c'est pour cette raison que l'Eurofighter a eu et a toujours des chances de faire mouche à l'export. Clients export qui se situent tous au Moyen-Orient, en dehors de l'Autriche. Le client le plus important est, et de loin, le Royaume d'Arabie Saoudite. Il faut savoir que ce contrat, qui augurait un très bon démarrage du Typhoon sur le marché export, en prenant une avance confortable, était très particulier. En effet, il fut négocié avec le Royaume-Uni en 2007, et plusieurs avions prévus pour la Royal Air Force furent directement prélevés de la chaîne de production pour partir en Arabie Saoudite, ce qui a permis une réduction temporaire de la commande britannique, pays en difficulté financière à ce moment-là, mais qui ne pouvait pas réduire les commandes, car oui, le gouvernement britannique ne dispose pas de la même souplesse que la France qui peut réduire les rythmes de livraison, car les avions sont fabriqués aux 4 coins d'Europe. Tous les pays dépendent de ces commandes, et le partage industriel dépend des commandes de chaque pays. Cela fait plus de 10 ans que l'on parle également d'un nouveau contrat pour 48 avions au Royaume d'Arabie Saoudite. Un gros contrat longtemps bloqué par l'Allemagne suite au conflit au Yémen. Mais Berlin a finalement levé le blocage, notamment dû à la pression des autres partenaires qui observaient avec horreur le rapprochement du Rafale et le fait qu'il allait peut-être finir par décrocher un contrat. Cela fait plus de 20 mois que Berlin a levé le blocage et un éventuel contrat se fait toujours attendre. Cela fait donc 8 ans que les commandes n'ont pas bougé et restent bloquées à 151 avions en incluant quelques occasions pour l'Autriche. On entend parler depuis le mois d'octobre que ça bouge du côté de la Turquie, qui achèterait en seconde main les 24 avions commandés pour le Qatar, ainsi que 29 au Royaume-Uni. Ce deal se doit d'être analysé en détail, car cela comprend des implications qui vont beaucoup plus loin pour la Turquie que le simple achat d'avions de combat. Mais comme on va parler de la Turquie dans la prochaine vidéo, je laisse ce sujet-là temporairement en suspens. Et maintenant, les États-Unis d'Amérique. Le F-16. Que dire du F-16? Vous le connaissez tous, non? Il a inondé le marché des avions de combat et l'a dominé de la tête et des épaules pendant des décennies. C'est l'avion de combat moderne le plus vendu de sa génération, avec un score de 4600 avions produits et encore une centaine en cours de production. L'appareil est connu, maîtrisé. Il n'a aucune tare particulière, une structure qui offre un potentiel important en termes d'années d'opération. Il est aujourd'hui disponible dans son standard ultime, appelé Viper ou Block 70. Malgré qu'il soit rattrapé par des productions plus récentes, que ce soit aux USA avec le F-35 ou des avions plus modernes comme le Rafale, il continue à se vendre malgré tout. De 2005 à 2014, 231 avions ont été vendus à l'export, occasion inclus, et 174 appareils sur les 10 dernières années. Avec le F-16, vous pouvez tout faire. Vous avez un avion relativement peu cher, mais certaines choses ont changé ces dernières années puisqu'il semble qu'il y ait un gros souci de production. Taïwan attend ses premiers avions qui n'ont toujours pas été livrés, 5 ans après avoir passé commande. C'est long. On s'attend généralement à livrer un avion entre 2 et 4 ans après la commande. Le délai généralement observé en France par exemple est de 3 ans. Mais il semble que le déménagement de la ligne d'assemblage finale du Texas en Caroline du Sud, associés aux difficultés de la supply chain aux USA, sont à l'origine de ces soucis. On parle ici de programmes au temps long, et je considère ceci comme une difficulté passagère. Le F-16 reste encore pertinent sur le marché des avions de combat. C'est un appareil redoutable qui permet d'agir sur l'ensemble du spectre, ou presque, des missions dévolues aux avions de combat. Pour les pays ne pouvant pas se doter du F-35, par choix du client ou par choix des États-Unis d'Amérique, n'importe qui ne peut pas acheter cet appareil, le F-16 reste une alternative crédible, moins performante, mais efficace et opérationnelle, elle. Le FA-18 EF Super Hornet. Le Super Hornet, c'est un peu le programme pragmatique / bouche-trou de l'US Navy. Les 2 programmes d'avions à faible observabilité, furtifs, devant mener au remplacement des F-14 et Assis Intruder, il fallait à la Navy un avion capable de faire un peu de tout en attendant. Bon, c'est un en attendant qui va durer puisque le F-35 est arrivé avec du retard et il n'est toujours pas opérationnel. Vous connaissez la musique. Cela fait plus de 10 ans qu'on nous annonce que l'année prochaine, ça y est, c'est la fin. La production du Super Hornet va s'arrêter. Et cela fait 10 ans que l'US Navy repousse l'échéance avec une production anémique d'avions. Alors que l'US Navy en avait réceptionné déjà un bon demi-millier, ils en ont commandé 14 en 2017, puis un contrat pluriannuel en 2019 pour 72 avions à commander entre 2019 et 2020 et 2021, donc 24 par année. En 2024, après que Boeing ait négocié âprement avec le Pentagone et après que le Congrès valida des lignes budgétaires pour des avions supplémentaires,
L'US Navy commanda donc 2 ultimes lots avec 17 avions au total. Des avions commandés finalement en 2024 et qui maintiennent la chaîne de production jusqu'en 2027. Mais attention, faut pas attendre 2027 pour commander de nouveaux avions. En l'espèce, le Super Hornet est la seule alternative au F-35. Alors quand je parle d'alternative, je ne parle pas de remplacement au F-35. Mais les grosses forces armées qui ont des centaines d'avions de combat doivent composer avec l'âge de leur flotte. Et comme pour l'US Air Force, le volume de l'US Navy a décru fortement. Et l'âge moyen de la flotte augmente. Le Super Hornet a remplacé le Hornet Legacy, mais le F-35, lui, était censé arriver en force depuis plus de 10 ans déjà. Or, il n'est toujours pas là. Par conséquent, le maintien de la production des Super Hornets fait la liaison, comme une fine ligne de survie en attendant. Et vu l'état d'avancement du programme F-35, une commande supplémentaire d'une vingtaine de Super Hornets en 2026 ne me surprendrait pas. Le Super Hornet, bête de somme de l'US Navy, est un peu l'avion à tout faire, mais il s'est pointé avec plusieurs gros défauts dès le début de sa vie. Les deux principaux étant un surpoids important de l'ordre de 1,5 tonnes et un défaut aérodynamique sur les ailes qui provoquait le décrochage d'une aile lors des évolutions à fort angle d'attaque, c'est-à-dire pendant un combat aérien ou pendant l'appontage. Le Super Hornet, environ 25% plus grand que le Hornet, devait initialement permettre d'avoir un avion plus moderne que le Hornet, mais surtout en réglant son principal défaut selon le Navy, à savoir son rayon d'action. Faire un avion plus gros était donc une solution. Malheureusement, le surpoids et la traînée supplémentaire induite ont sérieusement grévé les performances de l'avion. Il affiche désormais des performances dynamiques inférieures à celles du Hornet, avec une trop légère augmentation de son rayon d'action, en sus d'une baisse importante de sa surface équivalente radar, alors que c'était l'un des objectifs. Pour le Congrès en 1998, c'en était trop. Payer 2 fois plus cher un avion moins performant que son prédécesseur n'était pas raisonnable. La Navy avait 2 solutions. Soit allonger un budget supplémentaire pour demander à Boeing de revoir la conception de l'avion en profondeur, soit accepter les rustines mises en place pour corriger les défauts de l'avion liés à la sécurité des vols et accepter les compromis. Et c'est ce qui a été fait. Malgré tous ces défauts, l'avion a connu une vie opérationnelle sans histoire. On en est aujourd'hui au bloc 3, qui est relativement récent. Quelques fioritures ont été ajoutées, mais ce sont des modernisations à minima. On va dire que le programme Vivote est loin d'égaler les améliorations qu'on peut voir sur d'autres programmes américains. Tout ceci peut expliquer les relatives faibles performances à l'export d'un avion naval lourd et pas très bien né. Mais cet avion, il avait une botte secrète. Et la botte secrète, c'est la version d'attaque électronique EA-18G Growler, un avion important dans la doctrine américaine, dédié au brouillage offensif et aux missions de suppression et destruction des systèmes sol-air adverses. Cet appareil offre un parapluie de protection lors des raids, y compris ceux menés par l'US Air Force. Je pense que c'est ce qui explique son succès en Australie qui opère 24 Super Hornet et 12 Growler. Le seul autre pays qui opère le Super Hornet a été le Koweït avec une commande pour 28 avions. Ce qui était logique pour le Koweït étant donné qu'ils étaient déjà équipés de F-18 Hornet Legacy. Et cela avait du sens en offrant une certaine forme de continuité. Le seul autre pays pour lequel le Super Hornet aurait pu être sérieusement envisagé était la Suisse. Malheureusement, ils ont opté pour le F-35. Il est peu probable aujourd'hui que le Super Hornet trouve preneur à l'export, coincé entre un F-16 moins cher et déjà plus moderne et un F-15 beaucoup plus capable et disponible chez le même constructeur. Le F-15EX Eagle II. Le F-15 est un avion qui a eu une longévité égale au F-16. Chasseur de pure supériorité aérienne, il a évolué vers un avion multirôle, le F-15E Strike Eagle. Il s'est moins bien exporté que le F-16 et ce pour plusieurs raisons. Les F-15A et C étaient les avions de supériorité aérienne ultime des USA. Et le pays a décidé de restreindre les exportations à ses plus fidèles alliés. C'est surtout un chasseur plus lourd, donc plus cher, et au maintien en conditions opérationnelles plus élevées. Mais opérationnellement, ça se justifie. Bon, plus de 600 avions vendus à l'export, comparativement au F-16, c'est moins, mais évidemment, ça reste un très bon score. Aujourd'hui, dans le giron de Boeing, il était originellement fabriqué par McDonnell Douglas. La version E, le Strike Eagle, est une version développée au début des années 80, entrée en service en 1988. Extérieurement très ressemblant au F-15 de base, une partie de sa cellule est modifiée et il embarque surtout des réservoirs conformes situés le long des fuselages sous les ailes. Ces réservoirs conformes sont gros, c'est peu de le dire. Ils ajoutent chacun 2800 litres de carburant tout en ayant une traînée plus faible que les réservoirs pendulaires. Bon, par contre, ils ne sont pas largables. Mais ils ajoutent également 6 points d'emport, donc 5600 litres et 12 points d'emport de plus. Toute l'avionique de l'avion a été modifiée par rapport au F-15C/D. Bref, c'est grosso modo une cellule à peu près identique au départ, mais dedans, absolument tout est nouveau. Le F-15E, c'est surtout la bête de guerre de l'US Air Force, et sa capacité d'emport pour un avion de combat est à un niveau assez hallucinant, jugez plutôt.
Il y a eu plusieurs évolutions du Strike Eagle, et en 2010, il s'est même vu adjoindre un radar à antenne active, la APG-82. Mais c'est le royaume d'Arabie Saoudite qui va être le client de lancement d'une toute nouvelle version de l'appareil appelée F-15 SA, SA pour Saudi Advanced. Ils vont avoir un tout nouveau système de commande de vol électrique, le F-15 avant n'en bénéficiait pas, des ailes renforcées pour accroître la durée de vie et ouvrir 2 nouveaux points d'emport. Une toute nouvelle variante pour un seul pays export? Bien oui. En même temps, ils en ont commandé 84 neufs et commandé la modernisation de 70 avions qu'ils avaient déjà en parc. Un contrat de 29,5 milliards de dollars en 2011, soit 42 milliards de dollars d'aujourd'hui si on prend en compte l'inflation. C'est énorme. Et ce n'est pas seulement un gros contrat pour Boeing, c'est le contrat qui aboutit à une nouvelle version de l'avion, avec un nouveau développement et qui remet en selle ce géant des airs sur le marché des avions de combat en lui redonnant toute sa pertinence. Parce qu'après l'Arabie Saoudite en 2011, c'est le Qatar qui en prendra 36 en 2017. C'est une légère évolution de ce nouvel avion qui sera appelé le F-15EX Eagle II. En 2020, l'US Air Force a décidé de remplacer ses F-15 anciens par cette nouvelle version. Et comme pour le Super Hornet, les retards du F-35 lui seront salutaires. Il faut comprendre la situation assez critique dans laquelle l'US Air Force s'est progressivement retrouvée dernièrement. Cela fait 20 ans que beaucoup de généraux crient au loup parce que premièrement les F-22 n'ont pas remplacé les F-15 nombre pour nombre, environ 750 F-22 devaient en effet remplacer les F-15 et ce sont finalement seulement un peu moins de 200 avions qui ont été commandés. Le F-35 aurait quant à lui dû entrer en service opérationnel aux alentours des années 2010, mais nous sommes en 2025 et la situation est toujours très compliquée. Conséquence, l'âge moyen de la flotte d'avions de combat s'étire en longueur, les coûts de MCO explosent et la disponibilité diminue. Selon la Cour des comptes américaine, le GAO, en 2023, l'âge moyen des 234 F-15 C et D en service dans l'US Air Force était de, tenez-vous bien, 37 ans, et 31 ans pour les 936 F-16. Donc, même en admettant que les 230 F-35 livrés à l'US Air Force soient opérationnels, ça ne suffirait pas à faire remonter la capacité de l'US Air Force à répondre à son contrat opérationnel. Et comme les F-35 sont pas vraiment opérationnels, bon. Et c'est ce qui explique pourquoi en septembre de cette année, le département de la défense américain expliquait qu'ils commanderont 2 fois moins de F-35, le minimum possible en fait, pour commander du F-15EX à la place. Le F-15EX, initialement, l'US Air Force en voulait 144, puis ça a été réduit à 80. Oui, parce qu'au sein du Pentagone, ça se bataille sévère, car les budgets qui servent à acheter un avion ne servent pas à en acheter un autre. Et comme le complexe militaro-industriel a un énorme pouvoir de lobbying, c'est dans les coulisses une guerre fratricide entre Lockheed Martin et Boeing. Puis la cible est passée finalement de 80 à 104, puis 98 et aujourd'hui potentiellement jusqu'à 129. Mon petit doigt me dit que cette cible va évoluer parce qu'il n'est absolument pas réaliste de considérer que les délais annoncés pour le développement des capacités du F-35 soient tenus. Sur le marché des avions de combat, le F-15EX a donc contre lui un coût important, mais un coût relatif à ses capacités opérationnelles largement au-dessus de tout ce qui se fait ailleurs. La capacité en nombre de missiles RR par exemple est assez énorme avec 12 points d'emport. C'est 50% de plus que sur un Rafale par exemple, mais aussi des capacités en air-sol avec au total 13 tonnes d'emport. On est à 9,5 sur le Rafale. C'est donc un avion plus gros, plus lourd, plus cher, mais avec des capacités conséquentes. Moins moderne cependant que le Rafale, ne disposant pas de certains raffinements technologiques qui sont l'apanage des avions de nouvelle génération, il n'en reste pas moins pertinent. Un concurrent sérieux. Le F-35. Le F-35 surpasse le marché des avions de combat de la tête et des épaules. Enfin, c'est un peu moins vrai ces dernières années, mais mon plus gros souci là, c'est de vous résumer des heures de vidéos que j'ai consacrées à ce programme et qui m'ont fait connaître ici sur YouTube. Pour résumer, on va dire que vous prenez tous les haters du F-35, vous prenez en compte tous leurs arguments, vous les multipliez par l'âge du capitaine et vous serez encore loin de ce qu'est l'état réel de ce programme. Au départ, en choisissant de parler de cet avion de la façon la plus factuelle possible, je m'étais dit qu'au final, il y aura quelque chose de bon à en retirer. Eh bien pas du tout. Plus le temps passe et plus le programme s'enfonce dans un gouffre. Les avions qui sortent de la chaîne depuis juillet l'année dernière ne disposent d'aucune capacité de combat. Aucune, tout simplement. C'est pas une exagération, le DOTI le dit, le GAO le dit, l'US Air Force ne voulait plus en commander, en a quand même commandé, mais seulement la moitié par rapport à ce qui était normalement prévu et... Bref, si vous voulez savoir ce qui ne va pas entre les problèmes de stabilité logicielle, le nouveau calculateur informatique, les problèmes de refroidissement, les problèmes induits sur la motorisation, vous avez 3 heures de vidéo à vous taper. Faites-vous plaisir. Si, à partir de maintenant, le Joint Program Office et Lockheed Martin prennent les bonnes décisions, alors il se pourrait que l'avion soit opérationnel avec une partie seulement des caractéristiques prévues au départ en 2031. Peut-être. Parce que pensez que tout à coup, ils vont se mettre en ordre de marche pour remettre le programme sur les rails en écoutant aujourd'hui des personnes qu'ils n'ont pas écoutées pendant plus de 20 ans, qu'ils ont essayé de faire taire allant jusqu'à couper les fonds du DOTI, après les avoir censurés, bon chacun croit ce qu'il veut.
y compris le ministre de la Défense belge, qui s'enorgueillit des 4 F-35 livrés, soi-disant supérieurs en tout. Mais vous l'aurez compris, on n'achète pas du F-35 pour sa beauté ou ses capacités théoriques. On l'achète pour la promesse qu'il représente, l'intégration complète et inédite à un système de défense multinational avec l'assurance américaine derrière. Cela étant, si les États-Unis d'Amérique mettent un frein au programme, alors les Alliés devraient aussi se poser des questions. Mais étrangement, ce n'est pas l'état d'avancement du programme qui a freiné les pays partenaires, mais l'alignement politique de la Maison-Blanche dont les remous ont fait que l'Espagne ou le Portugal, par exemple, ont émis des signaux contraires. Et contradictoires en interne, parce que des généraux continuent à dire « Ah mais non, nous écoutez pas les politiques, nous on en veut toujours des F-35 ». Mais l'intégration à l'OTAN est telle que même un pays directement menacé militairement par les USA, on parle du Groenland qui appartient au Danemark et dont Trump a menacé de s'en emparer par la force si nécessaire, non seulement le Danemark continue de recevoir des F-35, mais en plus, ils leur en ont commandé de nouveaux. Que dire ? Et là on touche à un domaine qui n'est pas non plus abordé. Jamais. Alors taxez-moi de complotiste si vous voulez, mais si vous regardez qui obtient les postes clés au sein de l'OTAN et quand, il y a quand même des sacrées coïncidences. Quelques exemples. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN pendant 10 ans, de 2014 à 2024. Il a été nommé directement à la fin de son mandat de Premier ministre norvégien. Oui, c'était lui qui était Premier ministre au moment du choix de l'avion. Et on peut lire ceci sur le site de Lockheed Martin. Le Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg a formellement recommandé au Parlement de son pays que le F-35 Lightning II de Lockheed Martin soit sélectionné pour répondre aux besoins futurs de la Norvège en matière de capacité de combat aérien. Son mandat a débuté le 17 octobre 2005. C'est donc sous son mandat que la Norvège avait signé avec Saab un contrat de développement conjoint du Gripen NG. Et c'est sous son mandat également, seulement quelques mois plus tard, qu'il a poussé finalement le Parlement à aller vers le F-35. Son mandat s'est terminé le 16 octobre 2013 et, à peine un an plus tard, le voilà nommé 13e secrétaire général de l'OTAN, doublant son salaire de Premier ministre au passage. Tiens, il y avait qui avant lui à ce poste-là ? De 2009 à 2014, Anders Fogh Rasmussen. C'est qui ce monsieur ? Oh, Premier ministre du Danemark de 2001 à 2009. Tiens, de quand date le choix du Danemark pour entrer dans le programme F-35 ? Hop, c'est sur le site de Lockheed Martin. Le Danemark a rejoint le programme JSF en 1997 et, en 2002, a été la première nation européenne à entrer dans la phase SDD du programme. Donc le monsieur, son mandat s'est arrêté le 5 avril 2009 et le 1er août de la même année, hop, secrétaire général de l'OTAN. Donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est surveiller bien qui sera le prochain secrétaire général de l'ONU. Il viendrait de Belgique, ça ne m'étonnerait pas. Je dis ça, je dis rien. Et ça ne touche pas que les décideurs politiques. Allez faire un tour sur la liste des nominations des généraux de l'OTAN, je suis sûr qu'on va trouver des surprises. Là voilà la solution pour Dassault. Militer auprès de la France pour s'engager dans une défense européenne intégrée, créer un nouvel état-major en débauchant des généraux provenant de pays étrangers, dont le salaire sera très supérieur à ce qu'ils touchaient avant, et faites passer le message. Si vous dites à vos gouvernements que le Rafale il est bien, alors peut-être qu'on pourra vous filer un bon poste. Comment ça, corruption ? Bah l'autre, tout de suite, n'importe quoi. Après, il y a d'autres solutions. Si vous voulez qu'un pays achète vos avions, appuyez-vous sur une personne avec un gros pouvoir de décision, un bon capital de sympathie et un carnet d'adresses bien rempli comme ah bah tiens, Charles Bouchard à la tête de Lockheed Martin Canada. C'est qui, lui ? Lockheed Martin a annoncé aujourd'hui la nomination du lieutenant-général à la retraite Charles Bouchard au poste de directeur général de Lockheed Martin Canada avec prise d'effet immédiate. Monsieur Bouchard élèvera directement de Pat Dewar, vice-président exécutif de Lockheed Martin International. Bouchard prendra la direction des activités de Lockheed Martin au Canada et sera le principal représentant de l'entreprise dans le pays. Ce monsieur-là, il a été commandant adjoint au NORAD, un des plus hauts gradés de l'armée de l'air canadienne. Mais on a le droit de faire ça ? C'est pas du pantouflage, ça ? Soit ils sont vraiment très forts, ou alors on est très mauvais. Donc quand on parle de marché des avions de combat, eh bien il faut également prendre en compte ces aspects, ces collusions, ces petits renvois d'ascenseurs qu'on pourrait très certainement qualifier de forme de corruption. Et je fais gaffe aux mots que j'emploie, parce que j'ai pas envie qu'on mette un procès. Et au-delà des capacités du F-35, vous comprenez pourquoi un pays intégré à l'OTAN peut vite se retrouver dans le giron de Lockheed Martin. Dans ce contexte, comment se place le Rafale ? Il faut le dire, et sans avoir honte d'une forme de chauvinisme mal placé, le Rafale se positionne très bien, c'est un fait.
Techniquement et opérationnellement, il est plus capable que la majorité des avions qui ont été présentés ici. Il ne dispose pas des capacités d'emport du F-15, mais il n'est pas non plus dans la même catégorie. Et dans sa catégorie de poids moyen, justement, il s'en sort très bien. Sa capacité d'emport et le nombre de points d'emport font que, contrairement à l'avion qu'il remplace, le Mirage 2000, qui était lui dans une catégorie de masse inférieure, il dispose d'une quantité d'armement bien plus importante, et pouvant aller plus loin. Son autonomie également est une de ses forces. J'ai souvent entendu qu'en exercice, il peut être le premier en l'air et le dernier au sol. Et ça compte énormément. Mais c'est surtout au niveau de son système de guerre électronique, le fameux Spectra, qu'il dispose de systèmes d'autoprotection très avancés, certainement le meilleur de sa génération actuellement. Bien qu'ils ont été récemment modernisés avec des équipements très modernes, les F-16 et F-15 ne disposent pas d'un système aussi bien abouti et intégré que sur le Rafale. C'est une force, et son évolutivité, prévue dès le départ, fait que des caractéristiques s'y ajoutent, petit à petit, et ce avec une feuille de route claire, puisque l'État français, aidé par les nombreuses exportations il est vrai, a produit une feuille de route claire pour les 10 ans à venir, au moins. Côté européen, c'est plus délicat, l'Eurofighter est largué. La complexité de la gestion de son programme, les choix de conception qui ont été faits, et le fait que les pays partenaires n'ont pas réussi à s'entendre sur les évolutions de l'avion, font qu'ils tentent de rattraper, maladroitement et en ordre dispersé, des capacités qui lui font défaut. Et ce alors que 3 des 4 pays membres du consortium Eurofighter sont partis sur du F-35 qu'ils ont acheté sur étagère, sans se poser de questions. Ce que je veux dire, c'est qu'ils pinaillent en permanence pour s'entendre sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment et avec qui pour leur propre programme, mais acquièrent sur étagère un appareil dont ils n'ont pas voix au chapitre quant à son contenu. Le F-35 est actuellement le concurrent le plus sérieux du Rafale. Vu l'évolution des ventes, et on abordera le sujet dans la dernière vidéo, on devrait même plutôt dire que c'est le Rafale qui est le concurrent le plus sérieux du F-35. Car le F-35 sur le papier, il a tout pour lui. Il dispose de fonds quasi illimités, d'une production domestique inégalée, mais voilà, il patine sur son développement. N'importe quelle autre production, si elle provenait d'un pays différent des États-Unis, et n'était pas soutenue politiquement et géopolitiquement, voire garantissant même l'appui d'une superpuissance, quitte à acheter un objet cher et inutile, eh bien il serait immédiatement disqualifié. Et cela, c'est en mettant de côté les allégations de possible corruption d'élite qui seraient permises par un système militaro-industriel puissant que seuls les USA ont la capacité d'alimenter et de maintenir. Sur ce plan-là, la faiblesse du Rafale est claire, mais c'est également sa force. La France offre, en effet, depuis sa sortie de la Seconde Guerre mondiale, une troisième voie, toujours occidentale, mais moins alignée et inféodée aux USA. Il y a un seul avion que je n'ai pas abordé dans cette pré-conclusion, c'est le Gripen. Le Gripen est un avion politiquement non aligné également, modulo la présence d'équipements américains importants, dont le moteur. C'est un programme qui a failli être abandonné et qui doit sa survie à pas grand-chose. Les Américains étaient très proches de l'objectif de réduire à néant les capacités suédoises. C'est un avion léger, donc relativement moins cher que le Rafale, et disposant sur le papier de capacités très proches. C'est donc un concurrent très sérieux. Heureusement, pour la France, ce programme n'obtient le soutien de son gouvernement qu'au forceps, et le développement traîne en longueur, pour cause principalement de manque de fonds budgétaires. Et l'avion ne sera pleinement opérationnel qu'à l'horizon 2030, au mieux. Mais il devra composer d'ici là face au Rafale F5, qui sera un programme déjà beaucoup plus mature, malgré les annonces de Saab sur le développement de capacités similaires, mais dont les efforts de communication sont beaucoup plus productifs que les financements qui sont, eux, beaucoup trop timides. Ouf, voilà. C'est terminé pour cette vidéo assez saignante. J'espère que vous avez maintenant un meilleur point de vue global sur le marché des avions de combat quand on parle des avions de combat occidentaux. Dans la prochaine vidéo sur ma chaîne, on va voir tous les autres avions. Sukhoi 35, Sukhoi 57, TF-X-Can, FA-50, KF-21 Boramae, le Tejas, le JF-17 et le J-10. Et comme ce sont des appareils qui sont exotiques pour nous, restez connectés, ça va être passionnant. Tiens, pour le fun, j'ai pas regardé. C'est qui le secrétaire général actuel de l'OTAN? Mark Rutte. Depuis le 1er octobre 2024. Il faisait quoi avant, lui? Premier ministre des Pays-Bas de 2010 jusqu'au 2 juillet 2024. Punaise, il a eu encore moins de vacances que les deux autres puisqu'il a été embauché à peine 3 mois plus tard. Et de quand date la décision de son pays d'acheter du F-35? 2013. Et voilà.